Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition des Midi Minatech. Donc ici en présentiel, merci à ceux qui se sont déplacés et également vous à distance depuis votre bureau, chez vous ou alors par la suite en replay. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Thierry Priem qui travaille à la direction des programmes de l'énergie du CEA et qui va nous parler de bande dessinée, de science-fiction, d'énergie sur un siècle, en fait. Avant de lui laisser la parole et de commencer, nous aurons le prochain Midi Minatech le vendredi 28 avril, donc après les vacances scolaires ici de la zone de Grenoble. Et nous accueillerons Johanna Timins ou Timins, je ne sais pas, je ne sais plus comment on dit exactement, enfin peu importe, qui travaille à l'IBS et qui nous parlera de la réponse cellulaire face à l'endommagement de l'ADN. Voilà, donc vous recevrez, comme à chaque fois, un petit rappel pour vous inscrire à ces mini-minatech, mais qui auront lieu dans 2 semaines après les vacances. Voilà, donc sans transition, je vais laisser la place à Thierry pour qu'il nous parle de bande dessinée et on se retrouve tout à l'heure pour les questions. Merci. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vous invite à un voyage dans le temps, un voyage à peu près d'une centaine d'années autour de la bande dessinée de science-fiction et comment, je dirais, la notion d'énergie a été, je dirais, mise en valeur par un certain nombre, je dirais, d'auteurs. Alors, je vous propose ce voyage en 2 étapes, comme souvent dans les voyages. Première étape aujourd'hui, donc, je vous donne un survol, là, pendant la demi-heure qui vient, sur comment la notion d'énergie a pu être prise en compte dans un certain nombre, de récits de bande dessinée, de science-fiction, mais surtout, comme vous verrez, il y a beaucoup d'illustrations. Ça vous permet aussi, dans un deuxième temps, dans une deuxième étape, à tête reposée, chez vous, tranquillement, avec le replay, de reprendre chacune des illustrations. Et puis peut-être, j'espère, ça va vous permettre de découvrir, donc voire redécouvrir un certain nombre, je dirais, de bandes dessinées qui pourraient vous plaire. Donc, on va commencer déjà par une petite introduction pour que vous montrez que déjà, avant que les termes bande dessinée, science-fiction existent, il y avait déjà un lien entre, en gros, les histoires en images, comme on les appelait à l'époque, les histoires en images et les récits fantastiques. Donc là, vous avez une illustration donc, d'un récit de la fin du 19e siècle qui nous raconte l'histoire, je dirais, de Monsieur Nubis qui va voyager dans la Lune et qui va rencontrer effectivement les habitants de la Lune qui sont en fait des sortes de cyclopes. En fait, lorsqu'on va parler vraiment de l'histoire de la bande dessinée qui démarre vraiment fin 19e, début 20e siècle, là, vous avez l'illustration de peut-être l'une des toutes premières bandes dessinées de science-fiction, hein, donc sous la plume du dessinateur Giry, qui raconte la conquête de la planète Mars par le professeur Polycarpe, qui pour aller sur Mars invente un aéronef qui, à l'aide de l'électricité, de composés chimiques et de cuivre, qui est capable, de vaincre la gravité, puis rencontre, un homologue scientifique sur Mars, donc qui est aussi très en avance sur son temps, puisqu'il a mis au point un avion électrique. Donc vous voyez que les Martiens, en 1914, un siècle avant nous, étaient déjà bien en avance sur la transition énergétique. Alors l'énergie, à quoi ça sert dans les récits de science-fiction, dans la bande dessinée? Déjà, ça sert à l'alimentation, individuelle, collective, hein, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, si on prend, une des toutes premières aussi BD de science-fiction, hein, donc les aventures de Buck Rogers, qui se retrouve propulsé au XXVe siècle, il va se retrouver en plein conflit contre les Moghols, et donc au cours de ses pérégrinations, il va rencontrer un certain nombre, d'alliés ou d'ennemis, hein, selon les cas. Donc, il va aller, dans la ville de Niagara, où il va se rendre compte que cette ville est alimentée grâce à une centrale hydroélectrique, et puis en se déplaçant, il va se retrouver cette fois-ci au Chili, donc et au Chili, il va voir que là, c'est plutôt la géothermie qui va servir à alimenter, donc au XXVe siècle, la capitale chilienne. Donc, si on avance un petit peu dans le temps, donc là, cette fois-ci, on est en France avec Pelos qui dessine son récit qui s'appelle Futuropolis, où là, on découvre une cité future qui est alimentée par l'énergie solaire qui permet d'alimenter la ville de Futuropolis en électricité, chaleur et lumière. Puis si on avance un petit peu dans le temps, on va rencontrer, si on retourne aux États-Unis, on rencontre Brick Bradford, qui est
le premier voyageur dans le temps de la bande dessinée je dirais, américaine. Et donc, comme il voyage dans le temps, ben, il évolue en différentes étapes. Il se retrouve déjà en 6937, là où finalement les cités sont alimentées par des héliomotrices qui vont produire à la fois la lumière et la chaleur. Et puis, il va remonter un peu le temps. Il va se retrouver, je dirais, vers les années 2900. Il va se rendre compte que eh bien, le monde est alimenté par des centrales atomiques qui sont aériennes, et puis qu'un certain nombre, je dirais, de moyens de transport, comme les paquebots volants, sont aussi alimentés par l'énergie atomique. Alors, plus près de chez nous, donc là, maintenant, on est en Belgique, on va rencontrer Jacob, donc le père de Black et Mortimer. Et puis, dans la première histoire de Black et Mortimer, hein, le secret de l'espadon, eh bien, pour pareil, hein, pour je dirais contrecarrer grâce à l'espadon, je dirais l'invasion qui ravage la Troisième Guerre mondiale, eh bien, il y a une base sous-marine, hein, que le professeur Mortimer a développée, qui est sous le détroit d'Ormuz. Et là, on voit sur cette illustration, eh bien, la centrale hydrothermique qui permet, je dirais, d'alimenter cette base secrète et de construire l'espadon, qui va être la clé de la victoire. Si on retourne aux États-Unis, là, on est dans les années 50, et eh bien là, c'est le règne un petit peu, je dirais, de l'énergie atomique, l'énergie nucléaire, et donc on a besoin d'uranium. Et là, cet uranium, eh bien, dans cette histoire, on le téléporte de la planète vers Mars depuis Vénus. Eh bien, l'histoire va montrer que le fait d'extraire de très grandes quantités d'uranium va avoir certaines conséquences astronomiques, et que malheureusement, l'histoire finit mal pour la planète Terre. Si on retrouve notre ami Jacob, donc cette fois-ci, une nouvelle aventure de Black et Mortimer, donc l'énigme de l'Atlantique, donc où Black et Mortimer découvrent l'Atlantide engloutie, et découvrent surtout que eh bien, cette Atlantide est alimentée aussi par des centrales atomiques, et que, en fait, initialement, avant que l'Atlantide sombre sous les océans, cette même Atlantide était à l'époque alimentée par des barrages qui, bien évidemment, je dirais, aujourd'hui, ne sont plus utilisés. Si on progresse toujours dans le temps, là, cette fois-ci, donc, on découvre l'une des toutes premières aventures de Guy Lefranc, donc l'ouragan de feu. Donc, et là, Jacques Martin, qui s'est inspiré effectivement de coupures de presse, eh bien, crée un personnage, le professeur Le Gall, qui invente un biocarburant, donc sujet d'actualité, bien évidemment, donc, mais à partir de plancton. Là, cette fois-ci, on va partir dans l'espace, donc une autre civilisation, la civilisation vinéenne, donc les amis de Yoko Tsuno, donc de Roger Leloup. Donc, on va le revoir plusieurs fois au cours de cette présentation. Donc, les Vinéens sont vraiment passés les maîtres dans l'ingénierie, surtout pour gérer l'énergie. Et donc là, on voit que dans cet épisode-là, ils ont créé un troisième solaire autour de leur planète Vinéa, donc à partir d'énergie solaire, de panneaux photovoltaïques géants là autour de la planète, pour alimenter effectivement sous forme d'un troisième soleil leur planète. Alors, les Vinéens ne s'arrêtent pas là, hein, donc ce troisième soleil, l'énergie solaire va servir aussi pour alimenter leur cité à partir, de grands miroirs qui sont construits, au niveau du sol. Toujours les Vinéens qui ont vraiment une ingéniosité, cette fois-ci, débordante, hein, c'est cette fois-ci l'énergie éolienne qui va servir à alimenter leur cité, donc à partir, de grandes tours, de grandes tours de centrales à tourbillons, hein, donc qui permettent d'alimenter ces villes à partir de turbines. Et puis, bien plus localement, hein, c'est ce qu'on voit, en bas de cette illustration, mais plus localement, ça peut être aussi des batteries qui sont alimentées par des petites génératrices qui sont à l'extrémité de ces volants. Toujours sur la planète Vinéa, donc pour transporter de l'énergie, une autre idée, eh bien, c'est de transporter l'énergie, voire aussi la matière, par un faisceau lumineux qui est concentré à partir d'un miroir concave, là, que l'on voit ici sur cette illustration. Donc, pour envoyer, cette énergie sur une autre planète, hein, vers la planète Shira, et ça va permettre, en extrayant, le noyau de la planète, de fournir à la fois de l'oxygène et de l'eau pour la survie de la planète.
Toujours sur Vinea, d'autres moyens de fournir de l'énergie, cette fois-ci très très concentré, très très concentré. Donc on voit qu'au niveau de la cité spatiale qui s'appelle Kifa, eh bien l'énergie, là vous voyez que Yoko Tsuno est en train de, je dirais, de s'approcher de cette source d'énergie qui est toute petite. Ça s'appelle le vanadium, c'est vraiment une source d'énergie très très petite, mais qui est très puissante et qui permet effectivement d'alimenter l'intégralité de cette cité spatiale. Alors plus près de chez nous, dans le temps et aussi dans l'espace. Donc là, je dirais le dernier, je dirais la dernière histoire qu'a écrite Dardel, hein, donc le désert vert. Eh bien, il projette son héroïne dans le futur, un futur proche, hein, puisqu'on est en 2027. Et là, il nous présente effectivement, je dirais, un industriel, un Sylvain Forest, qui permet de sauver un peu la planète grâce à des centrales électriques à bois, hein, que vous voyez, je dirais, représentées sur cette illustration. Et puis, ce sont des arbres qui ont une croissance rapide. Donc, effectivement, le problème de la déforestation à outrance est résolu grâce à, je dirais, à cette croissance rapide des arbres. Et puis vraiment très 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 récemment, donc le bois, la biomasse, c'est toujours, je dirais à l'honneur, je dirais, dans cette histoire, un néoforest, hein, qui est sorti cette année, puisque là aussi, ce sont des arbres, mais cette fois-ci transgéniques, donc qui vont servir donc à être brûlés par combustion et alimenter donc la cité de Cocteau Citadelle. Donc là, c'était, je dirais, le premier usage de l'énergie, on va dire l'utilisation stationnaire de l'énergie pour alimenter les villes, les cités. À quoi va servir aussi l'énergie? Alimenter un certain nombre de machines, d'engins, plus ou moins sympathiques, plus ou moins infernaux. Donc, si on retrouve les aventures de Buck Rogers, donc qui se retrouve au XXe siècle, en plein conflit donc, contre les Mongols, eh bien, les Chiliens, qui sont alliés donc, des Américains, utilisent, eux, des canons alimentés par de l'air liquide. Pelos dans Futuropolis aussi développé un certain nombre d'armes. Donc, les armes sont alimentées donc, par de l'électricité, donc récupérées sous forme d'électricité statique dans l'atmosphère, puis aussi par ondes électromagnétiques. Et ces ondes électromagnétiques, on verra un autre exemple par la suite, vont permettre effectivement de contrôler les animaux sauvages et en faire des alliés, je dirais, dans leur combat. Alors, dans cette histoire donc américaine, hein, parue dans le magazine Weird Fantasy, donc là, le personnage principal, la Roger Harvey, donc suite à son décès, son cerveau va être alimenté dans un corps artificiel qui lui est alimenté par une batterie atomico-électrique. Alors on retrouve ici Black et Mortimer, hein, donc dans l'épisode La Marque Jaune, où le diabolique docteur Septimus arrive à contrôler, Ulrich, hein, donc l'ennemi irréductible de Black et Mortimer, grâce à un appareil qui s'appelle le télécéphaloscope, qui est alimenté par l'onde méga et qui permet justement au docteur Septimus de contrôler, Ulrich, et puis aussi d'amplifier son énergie potentielle cellulaire qui le rend quasiment, invulnérable. Maintenant, on va retrouver un autre auteur belge bien connu, donc Hergé, donc dans l'affaire Tournesol. Dans l'affaire Tournesol, eh bien là, le professeur Tournesol, eh bien, il invente un système relativement important comme moyen de destruction, c'est d'utiliser effectivement de grands miroirs qui sont capables d'émettre des ultrasons et puis de pouvoir éventuellement, à grande échelle, détruire des cités. Mais heureusement que Tintin et le capitaine Haddock sont là pour effectivement empêcher que tout ça se réalise réellement. On retrouve Black et Mortimer, donc là, dans cet épisode qui s'appelle SOS Météore, où le professeur Milok là, dérègle complètement le climat. Donc l'histoire se passe en région parisienne, le centre de Saclay est cité d'ailleurs dans cet épisode. Et là, l'énergie qui est utilisée, c'est effectivement l'éclair en boule, donc l'électricité statique issue de la foudre. On trouve ici dans une nouvelle aventure de Bob Moran, donc qui date de 59, et bien finalement une nouvelle version de l'Espadon, Donc en fait l'Espadon de Mortimer, on ne sait pas trop comment il est alimenté, donc c'est pas vraiment précisé. Là dans cet exemple-là, on a un véhicule qui est effectivement un avion sous-marin comme l'Espadon, mais là il est bien précisé, dans cette histoire-là, que lui il est mu par la propulsion atomique. Alors, un autre exemple, de capsules qui permettent, à des survivants de vivre plus de 1000 ans. Hein. Là, on est dans
Donc l'histoire de Forest et de Paul Gillon, les naufragés du temps, donc qui survivent 1000 ans, je dirais, après une catastrophe sur Terre. Et donc les deux héros, hein, donc Christopher et Valérie, survivent dans des capsules que vous voyez là, je dirais, et ces capsules sont alimentées par des piles solaires qui leur permettent effectivement de rester, je dirais, en stase pendant plus de 1000 ans avant d'être réveillés et de vivre un certain nombre d'aventures. Une autre histoire de Bob Moran, donc qui se passe sur une île, face, j'irais, à une entité, j'irais, particulièrement hostile. Et là, on se rend compte, dans cette histoire, que l'ennemi, c'est un cerveau galactique qui est alimenté, eh bien, par l'électricité de la foudre. Et donc, il y a un certain nombre de paratonnerres qui permettent d'alimenter, je dirais, ce grand cerveau qui vient de l'espace. Si on retrouve maintenant la dernière histoire de Jacob, les trois formules du professeur Sato, eh bien là, donc le professeur Sato, lui, il invente effectivement une nouvelle génération d'androïdes, une nouvelle génération de robots qui sont alimentés à la fois par des piles à combustible, mais aussi par des générateurs thermochimiques. Et donc le professeur Mortimer, hein, fera une bien mauvaise expérience de ces robots, j'irai au cours de ses aventures. Si on retrouve Yoko Tsuno, donc dans la toute première aventure justement de Yoko Tsuno des années 70, les Vinéens, on a vu, ils étaient capables d'alimenter leur cité, mais ils sont aussi capables d'alimenter, je dirais, d'autres machines, comme je dirais, leurs ordinateurs. Et là, ils vont utiliser l'électricité statique pour alimenter leur super ordinateur. On retrouve cette fois-ci donc Guy Lefranc, hein, où finalement, dans cet épisode-là, on trouve une invention encore pire que les ultrasons de tournesol, puisque là, c'est carrément donc un rayon laser qui est capable de percer la croûte terrestre et dont le but serait effectivement de provoquer de terribles tremblements de terre. Alors, toujours Yoko Tsuno, cette fois-ci, donc dans un épisode intitulé le feu de Wotan, où, là encore, dans cet épisode-là, c'est la foudre qui va être stockée dans une batterie, qui va permettre d'alimenter, un canon, une sorte d'arme diabolique, bien évidemment. L'expérience n'ira pas à terme, grâce à notre héroïne. Alors, toujours chez Lefranc, hein, toujours sous la plume de Jacques Martin. Donc, une solution peut-être pour résoudre le traité de non-prolifération nucléaire, eh bien, c'est cette invention là, du professeur Jolivet qui a inventé le pulsatron qui, à partir de flux de neutrons, est capable de détruire à distance, de faire sauter à distance tout l'arsenal nucléaire d'un pays. Toujours chez Lefranc, hein, donc l'un des derniers tomes parus. Donc là, on se retrouve face, malheureusement, à une nouvelle génération de nazis, hein, certains qui ont échappé, à la Seconde Guerre mondiale, et qui mettent en place effectivement des engins volants qui fonctionnent, dans ce cas-là, à l'énergie nucléaire. Et puis donc, si on prend un ouvrage récent, un Shangri-La, donc là, effectivement, des scientifiques ont pour ambition de créer, une nouvelle espèce d'être humain, hein, donc pour être capable d'aller s'acclimater sur la planète Titan. Et pour ce faire, eh bien, ils vont utiliser de l'énergie produite à partir d'antimatière pour créer cette nouvelle race, cette nouvelle espèce d'être humain. Alors, on a vu, donc, l'énergie alimente des installations, alimente des engins. Donc, je vous parlais d'un voyage au début. Donc, un voyage veut dire qu'il faut qu'on se déplace. Enfin, on va se déplacer, hein, hein, donc, l'énergie qui permet effectivement de se déplacer. Alors, en 1929, donc, Buck Rogers se retrouve au XXe siècle, et là, il découvre, un moyen de se déplacer, qui est assez, exceptionnel, c'est l'inertron. L'inertron, c'est un matériau qui annule la gravité terrestre, comme on le voit. Donc, ça peut servir pour les déplacements individuels, bien évidemment, mais aussi pour les déplacements, collectifs, pour les déplacements de marchandises. Mais finalement, au XXe siècle, il n'y a pas que ça. On voit que les Mongols, donc l'ennemi juré, utilisent eux des rayons lumineux pour sustenter leur vaisseau. Et puis les Chiniens, donc les alliés, hein, qu'on a vu tout à l'heure, eux vont plutôt se déplacer en ville en utilisant des tubes à air comprimé. Là, vous avez un exemple aussi assez intéressant, de la vision de notre quasi présent, vu de l'année 1953. Donc en 53, dans cette histoire, eh bien, les voitures de 2026, c'est-à-dire de demain, sont des véhicules à propulsion atomique. Aujourd'hui, j'en ai pas encore vu, mais d'après cette histoire, en 2026, nos véhicules seront en propulsion atomique, c'est-à-dire bientôt.
En revanche, la propulsion atomique pour les véhicules, ça existe chez les Atlantes. Chez les Atlantes, dans l'énigme de l'Atlantique, hein, de Black et Mortimer, ben, on voit effectivement des véhicules qui sont mus effectivement par des moteurs atomiques à répulsion électromagnétique qui permet effectivement de se déplacer, je dirais, sans roue sur les routes. Un autre exemple, je dirais, de véhicules qui fonctionnent par antigravité. Donc là, c'est la version ado. Hein, donc c'est des histoires d'Annie Futuro. Hein, donc là, on est dans les années 70, hein, qui lui aussi, je dirais, après un accident, se retrouve propulsé dans je dirais, dans le futur, où il va découvrir effectivement des véhicules qui fonctionnent par antigravité, mais aussi des navettes spatiales à propulsion atomique. Yoko Tsuno, toujours les Vinéens, on les retrouve, ceux-là, effectivement, ils se déplacent, hein, la planète Vinéa est très loin, ils sont venus sur Terre, donc eh bien, pour se déplacer, ils vont utiliser des systèmes qui fonctionnent à sustentation magnétique. On en voit ici quelques exemples. Voilà. Et puis, bah, la solution idéale, la solution qui répondrait à tous nos problèmes de l'énergie, c'est effectivement le mouvement perpétuel. Donc, le mouvement perpétuel, ben, c'est le transpersonnage. Le transpersonnage qui, effectivement, a un système presque à mouvement perpétuel, donc qui permet effectivement, au train inventé par Alec Forrester, de faire plusieurs fois, le tour de la Terre dans un monde complètement dévasté par la glace. On va retrouver aussi chez Yoko Tsuno un peu l'équivalent de l'inertron de Buck Rogers. Hein, donc, et là, à partir, toujours la force antigravitationnelle qui va être issue d'une matière contenue dans une météorite qui va permettre effectivement au personnage de concevoir ce petit véhicule volant qui s'appelle le Tsar et qui va être le héros d'un certain nombre d'aventures. Là, c'est une petite présentation de synthèse hein, sur les différents moyens de déplacement des Vinéens. Donc ça, c'est pour la deuxième partie de votre voyage à tête reposée chez vous. Hein. Donc vous pourrez regarder, je dirais dans le détail, j'ai mis un certain nombre de citations de Roger Leloup hein, qui explique un petit peu, je dirais, les choix qu'il a fait, les choix technologiques qu'il a fait dans ses œuvres. Donc et puis, si on se retrouve là cette fois-ci en 2027, hein, 2027, vous vous souvenez, hein, donc on est dans le désert vert, on a Sylvain Forest qui sauve la planète grâce à l'énergie du bois, mais pour se déplacer, eh bien, en 2027, donc on a des voitures à batterie, mais avec une recharge, donc que l'on a derrière, une petite remorque qui permet, d'alimenter la voiture pour les longs trajets, mais aussi, on voit aussi, il y a des avions à propulsion hydrogène. Hein, vous voyez, donc dans les années 50, on voyait la voiture atomique. En 2022, on voyait dans les 2-3 ans qui viennent plutôt des véhicules batteries et des avions à hydrogène. Alors, on va continuer notre voyage, on va aller de plus en plus loin maintenant, bien évidemment. Donc, après les déplacements sur Terre, on va partir dans l'espace, bien évidemment. Alors, Buck Rogers, bien évidemment, au XXe siècle, va se déplacer dans l'espace, toujours grâce à l'inertron qui permet effectivement aux fusées de s'affranchir de la gravité terrestre. Puis on voit qu'il y a un certain nombre de typologies de vaisseaux. Alors, c'est les soucoupes volantes, c'est les cigares. Hein, donc, on est dans les années 30, et effectivement, Flash Gordon qui va se combattre l'empereur Ming sur la planète Mongo aura des engins un peu similaires. Hein. Et puis, si on arrive maintenant dans les années 50, la vision un petit peu dans les années 50, c'est des fusées qui ressemblent un peu plus, je dirais, à celles qu'on connaît aujourd'hui. Hein, donc, c'est tout début des programmes spatiaux. Puis là, vous voyez sur cet exemple, hein, que la fusée, elle va être alimentée par de l'hydrogène liquide, mais aussi en utilisant une propulsion atomique. Deuxième exemple, toujours dans les années 50, un autre exemple, une autre fusée, toujours à propulsion atomique, voilà, mais qui va, effectivement, celle-là est un peu plus perfectionnée, va utiliser une propulsion turboluminique, je dirais, pour les grandes distances. Puis quand on parle de fusée, effectivement, à quoi on pense? On parle tout de suite ARG, objectif Lune, on a marché sur la Lune. Et donc là, vous voyez, vous avez la fameuse usine qui va servir à fabriquer le plutonium, donc pour alimenter la fusée atomique du professeur Tournesol, que l'on voit effectivement représenté ici, donc qui va permettre à nos héros, je dirais, de poser le premier pas sur la Lune avant Armstrong, puisque là, on est en 54. Voilà. Et puis, pour explorer la Lune, il y a le char lunaire, et ce char lunaire, lui, il est alimenté, comme on le voit, par des batteries. Les Atlantes, bien évidemment, à la fin de l'histoire, donc vont quitter la Terre et ils vont utiliser un matériau radioactif, l'orichalque radioactif, qui va permettre d'alimenter leurs vaisseaux spatiaux pour quitter la Terre et aller conquérir et aller habiter sur une autre planète.
On retrouve ici, je dirais, nos héros des naufragés du temps, donc Christopher et Valérie, qui vont se retrouver aux prises dans un conflit, un complot autour de la domination, je dirais, du carburant qui s'appelle l'argolium, qui est le carburant des astronefs. Vous voyez, même à cette époque-là, on continue effectivement, le carburant continue effectivement à être, je dirais, est une arme de guerre d'une certaine façon. C'est moins le cas chez les Vinéens, qui sont quand même, je dirais, peut-être un peuple plus sage. Donc là, il y a un certain nombre de vaisseaux spatiaux. Les vaisseaux spatiaux des Vinéens, pour se déplacer de la Terre à la planète Vinéa, ils vont utiliser l'énergie des trous noirs, mais pas que, mais aussi des moteurs à photons. Voilà. Là, vous avez un exemple de vaisseau alimenté par un moteur à photons. Si on prend cette fois-ci une autre histoire, je dirais un grand classique de la bande dessinée de science-fiction, donc Le Vagabond des Lingues, donc le vaisseau d'Axel Munchin qui s'appelle le Dauphin d'argent, lui il est alimenté par des minéraux. Donc il a besoin très régulièrement de se poser sur une planète pour récupérer un certain nombre de minéraux depuis le sol de la planète. Mais en fait, ce n'est pas le seul carburant de ce vaisseau, et celui qui est vraiment important, hein, donc qui lui aussi est à l'origine de complots, c'est le quetzal qui est issu à partir de plantes, d'une plante qui s'appelle le quetzalite. C'est ces étamines de cette plante qui vous permettent effectivement d'avoir le carburant pour alimenter les vaisseaux spatiaux. On va continuer notre voyage. L'espace, ça ne nous suffit pas. Maintenant, on va voyager dans le temps. On va voyager dans le temps. Et donc, le premier voyageur dans le temps dans la bande dessinée, c'est Brick Bradford. Et là, on voit Brick Bradford qui, utilise la chronosphère, hein, qui est le premier, la première machine à voyager dans le temps, qui elle est alimentée. Son carburant, c'est le Timex. Mais effectivement, donc, le professeur Southern qui l'a inventé, malheureusement, ne nous a pas donné la formule, elle est restée secrète. Autre histoire de voyage dans le temps, donc là où finalement l'intérêt du voyage dans le temps, c'est qu'on peut s'aider soi-même. Hein. Donc aide-toi, le temps t'aidera. En fait, c'est ça la devise. Le professeur Dorner, là, son double du futur, eh bien, met au point la machine à voyager dans le temps qui fonctionne à partir de celle de lithium qui fonctionne sous de très hautes fréquences. Alors, voyage dans le temps, c'est aussi le professeur Mortimer qui se retrouve propulsé, je dirais, au 51e siècle. Là, il va devoir résoudre un conflit. Et pour résoudre ce conflit, eh bien, il va remettre en état donc un réacteur nucléaire, donc qui date du 21e siècle et complètement effectivement en ruine à l'époque, qui va lui permettre de fabriquer des micro-bombes pour résoudre le conflit. Alors, un autre voyageur dans le temps, bien connu, c'est Bob Moran, qui a voyagé dans le temps, un certain nombre de fois. Donc, au tout début, donc, premier temposcaphe qui lui permet de se déplacer à l'aide de vibrations de la lumière. Et puis, au cours des aventures, il va rencontrer la fameuse patrouille du temps avec laquelle il va vivre un certain nombre d'aventures temporelles aussi diverses que variées. Alors, quand on parle de voyageurs dans le temps, bien évidemment, on pense à notre couple emblématique, Valérian et Laureline, donc nos agents spatio-temporels, donc, qui vont se retrouver à devoir résoudre un certain nombre de problèmes, de complots, de querelles. Et là, typiquement, sur la planète Technorog, eh bien, ils sont confrontés entre la population d'origine et puis, je dirais, les nouveaux utilisateurs de cette planète qui l'exploitent à outrance pour produire des selles magnétiques qui vont être, je dirais, à l'origine du carburant pour les moteurs ultraluminiques des vaisseaux spatiaux. Mais surtout, je dirais, là où Valérian et Laureline vont vraiment être au cœur de la problématique liée, je dirais, au carburant, c'est le fameux ultralome qui est vraiment le carburant donc, qui permet d'alimenter ces moteurs ultraluminiques des vaisseaux spatiaux qui sont quasiment le monopole, je dirais, d'une planète qui s'appelle Ixa la Dame, et donc autour desquels effectivement il y a des enjeux, il y a le fils de l'émir est enlevé, etc. Ça devient très 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 compliqué. Et heureusement, ils sont là pour résoudre tout ce problème. Alors, d'autres voyageurs dans le temps, d'autres gens qui ont compris que le temps, c'est de l'argent. Donc, ils veulent faire du business. Donc, c'est Timoléon et Stanislas. Et là, vous voyez donc la machine inventée par le professeur Stanislas, qui est une usine à gaz, et qui fonctionne au charbon et à la vapeur. Yoko Tsuno, bien évidemment, elle aussi a voyagé dans le temps. Bien évidemment, elle a voyagé dans le temps. Elle retourne pendant la Seconde Guerre mondiale pour éviter l'invention d'une bombe à antimatière qui sera catastrophique dans le futur.
Et puis, on va continuer notre voyage, on ne va pas s'arrêter là, hein. Le temps, l'espace, ce n'est pas suffisant. On va se balader d'un univers parallèle à un autre, cette fois-ci. Donc, comment on fait? Donc là, une histoire dans les années 50, je dirais là où effectivement un inventeur invente le transporteur dimensionnel. Ça lui porte pas chance parce qu'il a une mauvaise idée, mais son double dans l'univers parallèle, lui aussi, il a la même mauvaise idée. Donc, ça finit mal. Et puis surtout, on a une série qui s'appelle Uchronie, où là, effectivement, c'est un imbroglio d'intrigue entre différents univers parallèles. Et le professeur Kozinski, qui est à l'origine de l'invention qui permet de se déplacer d'un univers à un autre, eh bien, est capable, je dirais, de se déplacer d'un univers à un autre grâce à la fusion froide. Donc, en résumé, parce que là, je vois que je pile poil dans le timing. Donc, alors déjà, je m'excuse, il y a un certain nombre de choses que je n'ai pas abordées, je dirais, par manque de temps. Donc, les super-héros dans les comics, et autres Superman, ça c'est la super énergie qu'il y a dans les muscles principalement, hein. Donc, les mangas japonaises, effectivement, la vision, j'irais, de l'énergie dans les mangas au Japon, ça effectivement, j'ai fait un peu l'impasse dessus. Et puis aussi, j'irais tout un pan de la bande dessinée de science-fiction, qui est le mouvement un peu steampunk, où là, c'est une techno-rétro-futuriste, où on finalement un grand renfort de charbon et de vapeur. Je dirais là aussi, par manque de temps, je ne vous en ai pas donné quelques exemples. Alors, pour résumer un petit peu, hein, donc, je vais vous donner un panorama, on a voyagé dans le temps, dans l'espace. Pour résumer, pour remettre un petit peu les choses en relief, déjà, dans la bande dessinée, mais comme dans les romans de science-fiction en général, bien souvent pour les auteurs, l'énergie, c'est un présupposé. Voilà, ça existe, on se déplace dans le temps, on se déplace dans l'espace, on ne sait pas trop comment. Voilà. Donc finalement, il y a peu d'informations, et c'est assez rare finalement, malgré les exemples que je vous ai montrés, mais c'est quand même assez rare d'avoir des auteurs qui vont détailler la source d'énergie, les moyens de se déplacer dans le temps, dans l'espace, etc. Maintenant, d'un point de vue un peu historique, on peut dire qu'il y a à peu près 3 grandes périodes. Avant les années 50, bien souvent, les sources d'énergie utilisées vont être des sources d'énergie fantaisistes. On a vu l'inertron comme matériau antigravité, associé à des technologies qui étaient vraiment en développement à l'époque. La géothermie, le solaire. Donc, dans les années 30, ce n'est pas banal. Des panneaux photovoltaïques, ça n'existe pas. Les centrales géothermiques, ça n'existe pas. Donc il y avait une vision un petit peu, je dirais, futuriste. Dans les années 50, on l'a vu, je vous en ai montré un certain nombre d'exemples, vraiment c'est une prédominance du nucléaire multi-usage. On l'a vu pour les fusées, mais aussi pour les voitures. Je pourrais aussi citer des exemples où c'est la tondeuse à gazon qui est aussi nucléaire. Bon. Et dans les années 70, on changement de portage. Donc, on est plus dans l'extrapolation de technologies existantes. Hein, donc, on l'a vu avec Roger Leloup, avec Yoko Tsuno, le solaire, l'éolien, l'énergie noire, voilà, des choses dont on parle, sur lesquelles on travaille d'ailleurs au CEA, mais aussi beaucoup aussi, je dirais, de fantaisie très improbable. Donc voilà, je vous remercie donc de votre attention. Donc j'espère vous avoir donné le goût de découvrir ou de redécouvrir un certain nombre, de bandes dessinées. Donc voilà, et donc je suis à votre disposition pour quelques questions, hein, que ce soit à la salle ou à distance. Merci. Merci beaucoup Thierry. Là, je pense que on a de quoi faire là pour ceux qui veulent aller dans les médiathèques ou même offrir des cadeaux, offrir des livres. On a beaucoup d'informations. Donc on va passer maintenant aux questions. Donc aux questions dans la salle et également les questions en ligne. Donc ici, on va commencer par une première question en salle. Madame, oui, on vous apporte le micro. Merci. Et merci, parce que c'était absolument fascinant. Bon, alors, puisque vous êtes au CEA, chargé de la recherche sur les énergies, c'est ainsi que vous avez été présenté. Et si le CEA devait consacrer une partie de sa propre énergie, surtout financière, à créer une bande dessinée avec des héros utilisant de l'énergie en développement, on va dire plus ou moins vraisemblable, et également des énergies fantaisistes. Vers quelle voie iriez-vous? Alors là, je ne vais pas vous dévoiler ma prochaine publication quand même. Donc, en fait, tout dépendra, je dirais, de la personne. Vous l'avez vu, il y a énormément d'idées. Alors, effectivement, soit on reste dans
un petit peu dans l'anticipation de ce qui existe et comment on verrait le monde de demain. Donc ça peut être un axe. Effectivement, on pourrait, ce sera amusant, hein, faire ça avec quelques collègues. Je dirais comment se projeter. C'est un peu je dirais le désert vert de Dardel. Hein, il s'est projeté en 2027, donc c'est vraiment demain. Donc on pourrait effectivement avoir un peu cette approche-là, se dire une histoire qui se passe en 2030, avec quelles sources d'énergie on alimente nos villes, on se déplace, etc. Après, si on est dans le fantaisiste, alors là, ça porte ouverte à tous les délires. Là, je dirais là, alors là, faites-moi confiance, je peux avoir plein d'idées, mais j'ai aussi d'autres collègues. Voilà, donc on peut imaginer effectivement tas d'idées qui n'ont pas forcément été identifiées, des univers parallèles où les constantes physiques ne sont pas les mêmes, par exemple, où la vitesse de la lumière n'est pas la même, on peut se déplacer beaucoup plus vite d'un monde à un autre, où la gravité n'est pas la même. Donc vous voyez, là, je dirais, c'est tout l'art de je dirais effectivement de la littérature, hein, de la science-fiction, c'est d'ouvrir le champ des possibles, je dirais, au-delà de ce que, je dirais, même l'esprit humain pourrait être capable de concevoir, quoi. Ok, oui. Ce qu'on sait déjà pour sûr, ce ne sera pas le gaz. Donc on va prendre une question en ligne. Alors, on me montre là plusieurs questions. Donc, alors, moi, je vais prendre dans l'ordre, hein. Donc, est-ce que DPE va lancer un appel à projet pour inventer un matériau comme l'inertron? Très bonne idée. Très bonne idée. Je pense que on pourra lancer un projet. Voilà, ça répond aussi à votre question. Voilà, un projet en ce sens, effectivement, un matériau anti-G pourrait être très utile. Voilà, tout à fait. Mais je pense aussi qu'on pourrait aussi travailler avec nos amis de DRF sur comme dans Star Trek, sur la télétransportation, parce que là, ça résoudrait bien des problèmes de transport aussi. Justement, une autre question là sur l'énergie perpétuelle. Qu'en est-il de l'énergie perpétuelle? Y a-t-il des exemples dans les bandes dessinées ou autres histoires de science-fiction? Je dois en avoir, j'en ai pas en tête comme ça, mais je peux creuser, effectivement, j'en ai pas en tête qui me reviennent spontanément, donc ça doit exister, hein, ça doit exister, effectivement, des horloges, un mouvement perpétuel, des romans, je pense qu'il y en a, ça a dû être traité par d'autres, ça ne vient pas spontanément à l'esprit, mais je pense que oui. Donc, il y a des personnes qui ont des références justement sur si vous avez des bandes dessinées, des souvenirs de littérature, n'hésitez apparemment, pas à les nous sommes preneurs. communiquer à Thierry qui les rajoutera dans son état de l'art. On va continuer encore avec une question en ligne, hein. Ces histoires soulignent-elles, j'arrive plus à lire là, c'est bleu. Ces histoires soulignent-elles les dangers de l'utilisation? Est-ce qu'on peut arrêter de bouger les petits trucs là, parce que j'arrive pas à lire la question, merci. Enlevez le. Ces histoires soulignent-elles les dangers de l'utilisation excessive de l'énergie? Merci. Alors, dans certains cas, oui, parce que dans un des exemples que je vous ai montré, où on exploite, la compagnie minière d'uranium exploite l'uranium sur Vénus, et le télétransporte sur Mars pour des raisons pratiques. En fait, ce qui s'avère, si je peux vous dévoiler la fin de l'histoire, c'est qu'il modifie la gravité des deux planètes, parce que c'est une exploitation à outrance, je dirais, à la fois de Vénus et Mars, donc il modifie la gravité des deux planètes. Donc, effectivement, la rotation des dites planètes autour du Soleil, et malheureusement, au bout d'un moment, effectivement, Mars et Vénus vont se rapprocher de la Terre, et puis ça va faire boum. Ça va mal finir. Donc effectivement, dans un certain nombre de cas, la problématique de l'énergie, de l'usage à outrance de l'énergie est abordée. Une autre façon aussi, ce qui est aussi abordé, c'est les grands monopoles autour de l'énergie. Donc je vais citer quelques exemples, hein, que ce soit dans le cas de Valérian, où effectivement les héros sont confrontés à des sortes de monopoles autour de l'énergie. En fait, ce n'est qu'une vision déformée de la réalité, bien évidemment, parce que effectivement, ces auteurs, bien souvent, sont le reflet, c'est le reflet, je dirais, de notre monde actuel, comme souvent dans les romans de science-fiction. Très bien. Bon, là, comme en salle, il n'y a pas de questions, je vais continuer en ligne, il y a pas mal de questions. Bonjour, sur le même principe, le ministère de la Défense a lancé un projet Red Team qui regroupe des scénaristes et auteurs de science-fiction afin de travailler sur des nouveaux scénarios de menaces et de conflictualité à l'horizon 2030-2060. La science-fiction est-elle source d'innovation? Alors oui, effectivement, ces démarches-là au niveau national, mais ça existe aussi aux États-Unis ou ailleurs,
de faire bouillonner des idées, donc en mettant en parallèle, et c'est aussi sur Whitespot, c'est aussi des choses qui peuvent être faites, ici sur Grenoble, de mettre une problématique sur la table et puis finalement une réflexion où on oublie un peu la technologie telle qu'elle existe aujourd'hui. Et effectivement, on pense de façon un peu débridée à ce qu'il pourrait y avoir. Et effectivement, les auteurs de science-fiction, je dirais par nature, ont cette capacité, je dirais, d'imaginer des choses qui sortent de l'ordinaire. Dans ce cadre de réflexion, soit pour la défense, mais aussi pour d'autres domaines, d'avoir des idées effectivement innovantes. Après, il faudra les mettre en pratique, ces idées. Alors, ces idées, ce n'est pas forcément des technologies, mais ça peut être de nouveaux usages, de nouveaux comportements. Je pense que ce genre de confrontation, je dirais, peut être effectivement être source de nouveautés, de choses qui pourraient, de nouveaux usages, de nouveaux produits, de nouveaux moyens de fonctionner, de nouveaux moyens de penser. Je pense qu'effectivement, c'est des choses, moi personnellement, que je pense qu'il faut encourager. Très bien. Alors en salle, pas de questions Je vous ai tous personne ne lit endormis de bande là. dessinée Vous êtes parvenus de la 5e dimension, ça doit être ça peut-être. Et puis d'énergie? Non? Bon, je vais continuer avec les questions en ligne. Il y a beaucoup de ces œuvres dans lesquelles le problème de l'énergie est au cœur des conflits. Donc là, on rejoint la question précédente. Là. Souvent en termes assez pessimistes. Ne faut-il pas, sinon, le prendre comme une prophétie, au moins y réfléchir un peu? Alors peut-être pas une prophétie, mais au moins y réfléchir. Oui, je dirais c'est un des buts de la science-fiction, pas uniquement. D'abord, c'est de divertir. Hein, mais alors, au-delà de la bande dessinée, si je fais une petite digression, donc vous avez une série à la télé qui est vraiment dans cette optique-là de faire penser, de faire réfléchir, c'est Black Mirror. Pour ceux qui connaissent, donc je vous conseille de regarder cette série. Il y a quelques dizaines d'années, même encore avant, c'était une série parallèle qui s'appelait Au-delà du réel, qui posait effectivement des problèmes. Donc la science face à des problèmes un peu de déontologie. Donc qu'est-ce qui se passe s'il y a des robots comme s'il y a de l'internet comme ça. Donc parfois c'était même assez visionnaire. Certains épisodes des années 80, on est en plein dedans aujourd'hui. Donc, oui, effectivement, c'est aussi, je dirais, un rôle, au-delà de divertir, de poser des questions, de nous dire, voilà, si on extrapole tel et tel usage, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Voilà, sans forcément donner de réponse. Même dans certains épisodes, la réponse elle est implicite. Voilà, mais se poser des questions, je dirais, quant à notre propre comportement face, dans des cas comme Black Mirror, face à la technologie, face à certains usages. Mais effectivement, c'est des choses aussi qui font, je dirais, tout l'intérêt, je dirais, de romans, de films ou de bandes dessinées de science-fiction. Ok. D'ailleurs, je vais poser, je suis en salle, donc je peux poser une question. Est-ce que tu as lu ou tu as vu dans ces bandes dessinées, en fait, des visions, des prédictions qui se sont révélées exactes, en tout cas, il y avait eu une bonne anticipation et l'énergie utilisée ou le mode utilisé. Alors, oui, pas forcément, j'ai un peu décalé dans le temps. Je citais surtout la première partie, donc avant la Seconde Guerre mondiale, où il y avait effectivement les stars de Buck Rogers, par exemple, où il va rencontrer des centrales hydroélectriques, des centrales géothermiques. Bon, à l'époque, ça n'existait quasiment pas, ce genre de choses. C'était vraiment de la science-fiction. Aujourd'hui, ça existe. Voilà. Aujourd'hui, ça existe, hein, donc quasiment un siècle après, c'est des choses qui existent. Donc, effectivement, quand on est dans un petit peu l'extrapolation de l'existant, je veux dire, il y a de fortes chances qu'un jour ou l'autre, si ce n'est en totalité, au moins, il y a des solutions qui apparaissent. Quand on est dans des solutions totalement fantaisistes, bon, celles-là, elles seront fantaisistes, effectivement. Hein. Donc, l'étamine d'une plante qui alimente des vaisseaux spatials, c'est pas de mal la veille, hein, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est aussi tout le charme de la science-fiction. Mais effectivement, dans certains auteurs, je pense à Roger Leloup, par exemple, qui lui a essayé d'être au plus proche. Bon, je vous ai mis des citations de Leloup volontairement parce que il y a un travail chez cet auteur même si on est dans l'espace, même on est sur la planète Vinéa, d'essayer de se raccrocher le plus possible, je dirais, à la science et la technologie telle qu'elle existe aujourd'hui.
Bien sûr, peut-être ces vaisseaux spatiaux ne verront jamais le jour, mais l'idée technologique qu'ils développent pourra peut-être servir à d'autres choses par la suite. Donc, effectivement, là, on est un peu dans cette tendance-là. D'accord. Ou comme Hergé, même, qui avait documenté ces albums de manière Oui, extrêmement précise. Jacob, pareil. Hein, Jacob, c'est pareil. Hein, donc, il le décrit très bien dans ses mémoires. Hein, donc, ces histoires sont étayées sur la réalité du moment, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est aussi l'histoire de Jacques Martin avec le biocarburant issu du plancton. Donc là, c'est pareil, il y a une citation que je vous ai mise, hein, donc, où Jacques Martin, effectivement, est parti d'un article de presse en disant tiens, j'aurais une idée qui va me permettre effectivement d'étoffer mon histoire. Ok, très bien. Je vous en prie, allez-y. Voilà, oui, encore une question, mais ça fait peut-être partie des sujets que vous n'avez pas mentionnés. Est-ce que dans ce futur de bande dessinée, technologique de bande dessinée, il y a des éléments sur la recherche médicale, par exemple? Ah oui, oui, bien sûr, sur le numérique, oui. C'était pas l'objet de la présentation. On pourrait faire la même chose, effectivement, sur le digital sous toutes ses formes, à l'intelligence artificielle, sur la robotique, bien évidemment. C'est une des grandes thématiques de la science-fiction. Donc, avec des espérances, mais aussi des craintes. Voilà. Donc, mais effectivement, c'est là le thème était l'énergie, mais je pourrais faire le pendant sur, je dirais, la vision. On l'a un peu abordé avec les 3 formules du professeur Sato, par exemple. Hein. Donc là, on est sur la robotique. Donc voilà, ça c'est qui était une histoire chère à Jacob. Là, il a même pas terminé. Malheureusement, il est décédé avant de pouvoir achever je dirais, les 2 tomes de son histoire. Mais effectivement, ça fait partie, je dirais, des grandes thématiques. Les grandes thématiques. Hein. Après, Asimov sur les robots, par exemple, les 3 lots de la robotique. Là, on touche de la déontologie, là, carrément, je dirais, à ce niveau-là, sur effectivement une intelligence artificielle qui va remplacer l'homme. C'est des thèmes récurrents. Effectivement, ce sont des thèmes récurrents. Non, on va te laisser lire tous ces livres et de revenir pour un prochain Midi Minatek sur une autre thématique. Très bien. Bah écoutez, s'il n'y a plus de questions en salle et puis non plus de questions en ligne, on peut remercier encore une fois Thierry pour cette vision extrêmement globale et pertinente de la bande dessinée de science-fiction et d'énergie. Voilà. Donc la présentation ainsi que l'enregistrement, le replay seront accessibles très prochainement. Je pense que d'ici cet après-midi, en tout cas début de semaine prochaine. Voilà. Donc je vous remercie et je vous invite à suivre le prochain Midi Minatek qui aura lieu. Donc je ne sais pas si on l'affiche ou pas là, mais qui aura lieu le vendredi 28 avril avec Johanna. Timas qui viendra nous parler des cellules et de l'endommagement de l'ADN. Voilà. Donc, merci, bon week-end. Et petite dernière annonce, pour ceux qui ont commandé, réservé un sandwich, ceci se trouve à l'espace Couronne, qui est derrière l'amphi, donc il faut passer par les côtés. Voilà. Merci à tous et à toutes. Bon week-end, bonnes vacances et bonne lecture. Merci, au revoir.